C'est un scoop là, enfin pas vraiment un scoop parce que on le sait déjà, mais je vais réaliser une histoire réaliste dans un style, attendez, je ne peux pas faire du réalisme comme Book ou comme Herman, etc., qui sont des cadors, c'est évident. Donc moi je travaille plus semi-réaliste ou semi-humoristique. C'est déjà pas mal. Vous voulez. Un peu dans le style Histoire sans des héros. guerrières ou de Histoire sans héros était assez réaliste tout de même. Et c'est avec Denis Lapierre, voilà. Ah, très bien. Ouais. Ah, très bien. Et Donc, c'est quelque commence chose de... C'est pas un roman graphique, hein, on ne va pas jusque-là, mais Mhm. c'est tout de même quelque chose que je n'ai pas encore abordé. Et en fait, c'est une sorte de je dirais presque la première motivation lorsqu'on me propose quelque chose. Est-ce que j'ai déjà abordé ce thème-là ou non? Et si je ne l'ai pas abordé, c'est vraiment une raison suffisante pour que je me lance, si vous voulez. J'aime bien me mettre au défi, voire même me mettre en danger, si vous voulez. C'est ce qui renouvelle mon enthousiasme. Une personne qui s'est mis fortement en danger, la personne avec qui vous avez débuté, Greg, qui a été auteur, mais qui a voulu aussi tâter du scénario. À un moment donné, il a drivé une équipe incroyable de dessinateurs. C'était surtout un scénariste. Il était dessinateur aussi, mais il connaissait ses manques, ses faiblesses au niveau du dessin, même s'il était très efficace notamment Achille Talon. Un formidable raconteur d'histoire et un dialoguiste comme il en existe peu. C'est vraiment un très très grand manieur, enfin il manie très les mots extraordinairement la langue française. Mieux que moi en ce moment. Mais on a eu une nuit difficile. Mais c'est vrai que les dialogues d'Achille Talon étaient particulièrement croustillants. Mais tous les dialogues, regardez les dialogues de Bernard Prince, par Olivier Rameau, c'était pétillant. C'était un team de combien de dessinateurs qui travaillaient il a, à un moment donné, lorsqu'il faisait ses 2 pages par semaine de Achille Talon pour le journal Pilote, il était rédacteur en chef du journal Tintin, et il faisait, bon an, mal an, à peu près, pas toujours en même temps, mais quoique, 17 scénarios différents, dans des styles complètement différents. Vous voyez, il avait 17 séries sur le feu. Vous pouvez en citer quelques-unes? Luc Orion, Bernard Prince, Comanche, Olivier Rameau, Bruno Brasil. Tous les grands finalement qui ont éclaté 15 ans après, quelquefois en solo. Oui, tout à fait. Et ce sont des gens qui se sont retrouvés un petit peu orphelins lorsqu'il est allé aux États-Unis. Il a pratiquement abandonné à peu près tout. Et Herman a fait sa propre série, Vance a travaillé avec Van Damme, moi j'ai écrit moi-même, j'ai parti dans d'autres directions. Et quand il est revenu, en fait, plus personne ne l'attendait. Ça a été un petit peu un drame. Mais n'empêche qu'entre-temps, il avait vécu son rêve. C'était d'être un homme d'affaires, un New-Yorkais, etc., qui rentrait le soir dans le Connecticut. Et il avait vu ça dans les films quand il était fan de cinéma américain dans les années 50. Et son rêve, c'était d'être Cary Grant qui sortait de son bureau avec son attaché-caisse de 5e avenue et qui allait avec Grand Central Station pour prendre son train pour le Connecticut. Vous voyez. Et il a fait ça, il a vécu ça pendant 10 ans. Ça a coûté du pognon à Dargaud, à lui aussi d'ailleurs. C'était quoi l'enjeu? L'enjeu, c'était de créer Dargaud USA et donc de développer le concept album tel qu'on le connaissait en Europe aux États-Unis. Et ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne toujours pas d'ailleurs. Il a fait un truc avec Blanc Dumont aussi. Oui, Colby. Western Colby, c'est ça. Oui. Et c'est peut-être la seule œuvre qui ramène directement au mythe américain. Mais il était fasciné par les États-Unis, il voulait y vivre, sa femme aussi a adoré ça. Et donc, je vous laisse prendre une petite goutte de café. Non, allez-y. Let me just say I went straight for hours. Donc, automatiquement, des scénaristes comme Charlie et Greg étaient inspirés par ces histoires. Ils avaient tous les deux d'ailleurs une culture étonnante dans énormément de domaines et on pouvait leur parler de n'importe quel sujet et ils avaient des anecdotes, des histoires, des trucs à raconter sur tous ces sujets. Vous m'avez dit que Charlie c'était une sorte d'oncle Paul et qu'un jour vous aviez été sur un bateau-mouche avec Uderzo et toute une bande. Oui, on était invités à
suite à la remise de la Légion d'honneur à Uderzo, il avait invité toute une série d'amis dont j'étais très flatté de faire partie. Et on avait fait un dîner croisière sur la Seine, donc traversée de Paris, aller-retour, le temps d'un dîner. Et j'avais la chance d'être à la table de Charlier. Et chaque monument de Paris que nous voyons depuis le bateau était pour lui l'occasion de nous raconter l'une ou l'autre fait d'histoire ou d'anecdotes concernant, enfin, qui s'était déroulé dans ces monuments. Dans ces lieux. Ouais. Quand j'avais été chez lui, derrière chaque boiserie, en fait, il y avait des kilos de livres, des kilos de blocs, etc. Tout était parfaitement rangé, mais si vous ça, c'est une question de génération aussi. Maintenant, la plupart des gens, quand ils ont besoin de quoi que ce soit, vont sur le net, ce qui fait que tout le monde a un petit peu la même documentation, vous voyez, oui. même graphique d'ailleurs, ça se voit dans certaines BD, on sent que ce sont les mêmes documents. Je continue à essayer de me créer ma propre documentation. Comme j'aime les voyages, en plus, je vais très souvent sur place, donc me prendre mes photos, mes croquis, etc. Vous avez fait ça pour la Roumanie, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait, je suis allé 3 fois en Roumanie, mais pour tout maintenant. Je ne pourrais plus, je crois, dessiner un endroit au monde où je ne suis pas allé. Mais ça tombe bien, comme je vous disais, que j'adore les voyages. Colombe Tire-d'Aile, c'est un peu dévêtu. Oui, ça n'a plus grand chose à voir, mais c'est quand même à partir d'elle que tout a commencé, quoi. Chercher la fin. À l'île de Ré, on parlait de Greg, on parlait des grands ancêtres, mais là aujourd'hui c'est votre tour. Là, c'est moi le grand ancêtre maintenant, non, c'est ça. On a une exposition, une superbe exposition que vous avez consacrée, c'est une partie très récente de votre travail. Alors Guerrière de Troie, c'est le tome 2. C'est le tome 2, oui c'est ça, mais je pense que ici, ce qui est intéressant, c'est que cette exposition montre la grande diversité. Certains disent que je me disperse, mais je préfère le mot diversité de ce que j'ai fait. Parce que j'ai toujours essayé, en fait, de renouveler mon enthousiasme en changeant d'univers, en changeant de style, en passant du réalisme à l'humoristique, etc. Et cette exposition le montre parfaitement, quoi. Et on dirait que c'est une exposition de travaux de dessinateurs différents, presque. Alors, Troy, on pensait que c'était un projet, le tome 1, que c'était un projet presque enterré, puis c'est un projet qui est ressuscité, lui aussi. Alors vous êtes toujours un peu inattendu, parce qu'on a attendu longtemps le tome 2. Hein. 3 ans, ouais, je sais, mais je voyage beaucoup, comme je vous l'avais dit, et d'ailleurs, je me sers beaucoup de ma documentation, des émotions récoltées en voyage, pour les traduire dans n'importe quelle série, même l'univers fantastique de Troie, par exemple. Bah, évidemment, je me sers des décors que j'ai vus récemment en Jordanie, ou dans la baie d'Along, ou des trucs comme ça, vous voyez. On a droit un petit peu aussi à avoir son J'ai toujours voyagé, mais c'est vrai que je voyage peut-être un peu trop, au détriment peut-être de ma production, mais j'adore ça, quoi. Et en fait, moi, ce qui me motive, c'est le plaisir, voilà. Et si on faisait un petit tour au pas de charge, on va dire, de cette exposition, si vous voulez. Mais là, on commence par là, si vous voulez, là, c'est des illustrations des guerrières de Troie, avec la couverture. Ah oui, et très belle couverture. Vous pouvez voir d'ailleurs, quand vous comparez avec l'album, que mon ami Mourier a ajouté des trucs. Il a ajouté une épée, il a déchiré un peu la robe de la fille, etc. Ça ne nous étonne pas de Mourier. Ce sont des effets à l'informatique. Je suis content de voir que cette exposition a beaucoup de succès. Oui, c'est énorme. Ils ne sont pas des figurants, c'est vraiment des gens, ils ne sont pas payés pour venir. Donc là, on est toujours dans les guerriers. Ça, c'était une couverture que j'avais proposée et ils ont trouvé que ça faisait un petit peu trop Club Med et donc voilà, il fallait autre chose. Cette couverture n'a pas été refusée parce qu'elle va être utilisée d'autre part. Il est de la couleur directe quand même. Tout ça est en couleur directe. C'est une nouvelle technique que j'utilise depuis pas mal de temps qui me plaît beaucoup. Je dessine à la couleur, c'est pas du coloriage. C'est vraiment, je travaille la lumière. C'est mon ami Herman qui m'a appris ça. Plus que de la couleur, c'est de la lumière. On continue, là ici, c'est des plages plus anciennes. Oui. Voilà. de Bernard Prince. Oui. Donc c'était la reprise pendant 2 tomes. Oui, c'est ça, 2 tomes de Bernard Prince. Et donc là, c'est le travail en noir et blanc. Ouais. Quand vous avez vu l'expo de Causet, par exemple, vous vous rendez compte que les planches doivent se suffire en noir et blanc aussi. Il doit y avoir un équilibre des blancs, des noirs. Maintenant, j'utilise beaucoup un style semi-réaliste ou semi-humoristique, c'est comme vous voulez. Ici, c'est du réalisme pur et dur. Ça, c'est quelque chose qui ne m'est pas naturel. Je vais vraiment au charbon. D'accord. Donc plus de temps sur les planches, plus de temps sur les planches. Les gens m'ont dit que le résultat est
satisfaisant. Ici, c'est toujours de l'Olivier Rameau, mais vous voyez par exemple comme le travail du noir et blanc est important pour avoir un équilibre. Ça se suffit à soi-même si vous voulez une planche comme ça. Mais on voit ce que la couleur peut apporter. C'est pas du coloriage, hein. Il y a vraiment un effet, il y a une profondeur, il y a un modelé, une lumière. C'est vous qui avez procédé à la sélection des planches pour cette expo originale de Bédéboum? Pas vraiment. C'est le commissaire d'expo qui est venu chez moi et qui a choisi. Il en a choisi plus que ça d'ailleurs. Pourquoi Équateur est une série qui s'est arrêtée? Parce que là aussi il y avait Parce que c'est toujours. Oui. Et ça pourtant c'est quelque chose qui m'est vraiment personnel parce que je voyage beaucoup et notamment en Afrique. Et ça ce sont vraiment des ambiances, ce sont des croquis pris sur place qui m'ont servi d'exemple. Vous savez, ces épaves de bagnoles, etc. Ce sont les rues de Kinshasa, comme je les ai vues. Petit Luc, viens, petit Luc. Viens dire un mot à la caméra. Je suis venu dire que t'es génial, sinon tu me frappes. C'est mon ami, c'est mon ami petit Luc. Qu'est-ce que tu veux que je dise, il est là. Et on parlait de l'Afrique. Et s'il y a quelqu'un qui a un regard, qui connaît, parce qu'il a bourlingué. Parce que tu as fait croire que tu vivais en en Afrique. Non. Mais lui, il a un regard, c'est le regard le plus pertinent que j'ai jamais vu sur l'Afrique. Il a une analyse des problèmes africains, de ce que représente l'Afrique, comme je n'ai jamais entendu. Donc, je vais regarder tes dessins. C'est mon ami. Tu vas me faire rougir. C'est mon ami. Voilà un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est cette histoire de la bête du Gévaudan. Et c'était déjà à l'époque Yann et Conrad qui m'avait dit mais essaye d'oublier un peu ce côté ligne claire que j'avais dans Olivier Rameau. Utilise d'autres outils. C'est vrai que c'est fait au bic. C'est fait au bic. C'est gentil, je n'irai pas jusque-là. Alors ici on est sur Olivier Rameau. Et là c'est encore une autre technique que de la couleur directe. On a vraiment les deux stades du travail, le travail en noir et blanc et le travail de la couleur, le bleu qui est fait sur. C'est pas un bleu de coloriage, en fait ce sont des photocopies. La repro en elle-même, elle est suffisamment précise pour que vous limitiez la couleur. Ah oui, c'est fait par des professionnels de la photocopie. Avant ça, il y a le crayonné, il y a même 4 stades, il y a le rough, il y a la misonnette, il y a le crayonné, la misonnette et la couleur. Ce qui est fabuleux dans cette expo, on voit que la succès grand public, c'est-à-dire que vous, en fait, votre concept, c'est populaire de qualité. Je crois que c'est à la fois... Qu'on donne un micro à ce monsieur. En fait, Olivier Rameau était un ovni. À l'époque, dans le monde de la BD, à l'époque, c'était plutôt les séries, les super-héros, hein, ou les trucs humoristiques, etc. On s'amène avec l'histoire de Zéro Boudon, de Rasibus, de tarte mal cuite, de trucs comme ça. C'était... on a fait confiance à Greg, pourquoi? Parce qu'il s'est fait confiance à lui-même, en fait, puisqu'il était rédacteur en chef, donc il s'est proposé l'histoire et il se l'a accepté, quoi, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est facile, c'est plus possible maintenant. D'abord, il n'y a plus de journaux, donc il n'y a plus ce banc d'essai extraordinaire que représentaient les magazines Tintin, Spirou, etc. Mais il y avait une deuxième veine dans laquelle vous excelliez à l'époque dans Tintin, je ne sais pas si c'est à l'initiative de Greg ou quoi, mais il y avait beaucoup de nouvelles illustrées ou d'articles illustrés, de thématiques illustrées, de dossiers. Tintin. Ça c'était intéressant parce qu'à chaque fois, encore une fois, le goût de faire des choses différentes à chaque fois. J'avais des sujets différents et j'utilisais des techniques graphiques différentes. Je m'amusais à travailler la gouache, l'aquarelle. J'ai mis au point petit à petit une technique qui me convenait parfaitement. Et c'était là aussi une sorte de banc d'essai aussi, je reprends l'expression. Et ça c'était très enrichissant et ça me plaisait beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça va aller. Bon.